Bonjour mes chers compatriotes congolais, très content, très heureux de savoir que vous nous suivez de partout, dans la province du Kwilu, dans la province du Congo central, dans la province de l'Équateur, dans la province de Tanganyika, dans la province de Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu. En tout cas, je suis très ravi et je demande à ce que vous puissiez liker, partager ces numéros pour l'intérêt de nous tous. Alors, aujourd'hui, la situation qui domine, c'est en fait les sommets conjoints EAC-SADC. Nous allons en parler dans ces numéros. Et aussi, nous allons parler des sanctions que va prendre les États-Unis d'Amérique contre certaines autorités congolaises, selon les communiqués du département d'État américain, et aussi contre certaines personnes du mouvement 23, les M23. Et donc, nous allons en parler dans ces numéros. Et nous allons aussi parler de la tournée qu'a faite les commandants de la 3e zone de défense, les Pacifiques Massouzou, parce qu'il y avait des déclarations du genre, certaines localités étaient passées sous contrôle du M23. Et il y a en fait un communiqué du porte-parole du commandant de la 3e zone de défense Pacifique Massouzou qui a en fait contredit la déclaration qui était tenue par le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, dans ces numéros que nous allons en parler. Et donc je vous convie, chers compatriotes congolais, de pouvoir liker et partager ces numéros parce qu'il y a des vérités que vous allez découvrir dans ces numéros, des choses que vous allez découvrir dans ces numéros parce que nous sommes au service de la République. Partout où vous vous trouvez, nous devons savoir que notre pays est en danger. Il faut la participation de tout le monde. Il faut que chacun puisse jouer son rôle pour qu'enfin nous puissions barrer la route aux ennemis de la République. Et donc notre pays est tellement envié au regard de ressources naturelles incommensurables que Dieu nous a dotées. Et donc c'est ça qui fait l'objet des convoitises de pays voisins et aussi de la communauté internationale qui ne veut pas en fait nous laisser libres, qui ne veut pas en fait nous laisser travailler tranquillement. Il cherche toujours à obstruer les actions du président de la République, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Et donc, nous, en tant qu'un peuple éveillé, nous ne pouvons pas accepter que cette nébuleuse communauté internationale puisse implémenter son plan de balkaniser notre pays. Et ça, nous n'allons pas accepter, chers compatriotes congolais. Nous devons nous réveiller. Nous devons quitter cette léthargie dans laquelle on nous a placés. Parce que nous nous apercevons qu'il y a des Congolais qui pensent que la guerre qui est en train de se passer au Congo, c'est pour une catégorie d'acteurs politiques. Non. La guerre ici, ça concerne tout le monde. La guerre ici, ça concerne toutes les Congolaises et tous les Congolais. Et donc, nous devons chercher à être ensemble. Nous devons chercher à être unis. Parce que notre pays est en danger, chers compatriotes congolais. Nous ne pouvons pas laisser ces gens-là envahir notre pays. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays puisse subir encore cette énième humiliation. Voilà ce qui est en train de se passer à Goma. Ce qui est en train de se passer à Goma, c'est inadmissible et sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Aujourd'hui, les M23 qui sont dans la ville de Goma procèdent, pillent les biens de nos compatriotes nandais, parce qu'il faut le savoir.
dans la province du Nord Kivu, la tribu marchande, la tribu qui aime des activités marchandes, c'est en fait la tribu Nandé. Et ce sont eux en fait qui ont de magasins, qui ont de boutiques dans la ville de Goma, et leurs activités aujourd'hui sont paralysées par l'avènement de mouvement 23, un mouvement terroriste qui est en train de terroriser la population. Aujourd'hui, la population ne vit plus dans la paix. Cette population est dans les tourments, cette population est dans l'anxiété, cette population est dans les soucis, parce que elle se rend compte que les gens qui sont venus ne sont pas leurs frères, sont des ennemis de la République, et ils ont placé un monsieur que nous appelons Corneille Nangaa, qui moi je les considère comme étant un pantin, je les considère comme étant marionnette, parce que chers compatriotes congolais, vous devez savoir, vous qui soutenez M. Nangaa, Nangaa n'est pas en fait joue le rôle léger de l'ennemi, allais-je dire. Et donc Nangaa, il n'est pas libre. Nangaa, c'est quelqu'un qui est dans une prison à ciel ouvert. Nangaa est dans une prison à ciel ouvert parce que ce que vous devez savoir, il ne peut pas prendre un téléphone et faire appel, parce que lorsqu'il fait appel, il est d'abord entouré des éléments rwandais et qui les surveillent de près. Tout mouvement que Nangaa fait, on les surveille, on regarde lorsqu'il y a un appel, et on veut savoir il cause avec qui Nangaa cause, et donc Nangaa n'est pas libre. Et vous voyez, il n'a même pas un revolver avec lui, donc c'est quelqu'un qui est protégé par les éléments rwandais, et tout mouvement que Nangaa fait est tellement contrôlé parce que les éléments qui sont là ne voudront pas que M. Nangaa puisse être en contact avec des gens que ces éléments ne connaissent pas, en fait, les gens avec qui Nangaa parle au téléphone. Donc, il cherche toujours à comprendre avec qui M. Nangaa parle au téléphone. Et donc, M. Nangaa n'est pas libre. M. Nangaa, je pense qu'il paiera tôt ou tard les prix de ce qu'il est en train de faire en République démocratique du Congo. Et je crois que la malédiction suivra, les suivra jusqu'à sa dernière demeure. Et je crois que le Dieu que nous servons ne nous abandonnera pas. Il est là avec nous. Il est là avec nos frères et sœurs de Goma qui sont dans les tourments actuellement. Et donc, moi, je vais vous convier, chers compatriotes congolais, à prendre une attitude responsable, une attitude de cohésion nationale, une attitude de l'unité. C'est ce que nous devons avoir comme attitude. C'est n'est pas à venimer de discours exacerbés, de discours incendiaires, parce que actuellement, ce que nous devons chercher, c'est en fait la cohésion nationale, parce que lorsqu'on est unis, lorsqu'on est solidaire, l'ennemi ne trouvera pas de moyens des ici par lesquels pour nous disloquer, pour nous désunir. Il ne trouvera pas ces moyens-là, parce que nous sommes unis, nous sommes solidaires. À ces moments si cruciaux, chers compatriotes congolais, nous ne pouvons pas être, je dirais, tenir des discours incendiaires, incriminer l'autre tout en dédouanant l'autre. Non, ça, ce genre d'attitude, nous ne pouvons pas, bien évidemment, avoir à ces moments de guerre. Et à ces moments de guerre, nous devons aussi partager le peu que vous avez, le peu que nous avons avec ceux qui n'en ont pas. Et donc, c'est dans les moments de guerre, nous devons avoir cette attitude-là, de pouvoir partager les 100 que tu as, tu donnes 20 à quelqu'un qui n'en a pas. Et donc, c'est ça, parce que nous devons vivre ensemble à ces moments si cruciaux. Et donc, voilà ce que je pourrais vous donner comme conseil, parce que le moment est tellement grave, chers compatriotes congolais. Le moment est tellement grave, nous devons rester unis. Alors, je vais
aborder la situation du sommet conjoint SADC et AC qui s'est tenu hier à Dar es Salaam en Tanzanie. Et d'abord, je vais dire que cette nébuleuse EAC, c'est quelque chose de, je dirais, de tutti. C'est quelque chose, je dirais, de tutti. Les gens, les instituteurs de cette nébuleuse EAC, nous avons M. Paul Kagame et l'ancien président kenyan. Et donc, l'EAC, en fait, ça a commencé comment? Je dois vous, je vais dire, raconter un tout petit peu l'histoire de la création de l'EAC. Le Rwanda, c'est d'abord, le Rwanda, c'est un pays qui exporte plus les cafés. Qui exporte plus les cafés. Et il y a les Kenyans aussi qui exportent aussi les cafés. Monsieur Paul Kagame et l'ancien président kenyan s'étaient réunis pour lever les options dans le sens de mettre en place une politique d'exportation et de fixation des cafés, de fixation des prix des cafés bien évidemment. Alors, c'était fait, ils ont mis en place cette organisation et on a sollicité le président Yoweri Museveni, le président burundais, qui a aussi adhéré à cette vision, et ils sont allés voir aussi le président Ndayishimiye. Et donc tous ces pays où on trouve le Tutsi, les Nilotiques, ont adhéré à cette nébuleuse EAC. Alors voilà, lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, bon voilà, je ne sais pas qui avait conseillé au président de la République, mais les informations que nous avons, c'était juste que le président de la République, le fait d'avoir adhéré à l'EAC, avait pour l'objectif de pouvoir créer, je dirais, les libres-échanges économiques dans la région du Grand Lac, parce que il faudra qu'on puisse briser les barrières. Et donc, c'était en fait ça l'objectif ultime de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC. Et voilà, mais or, nous ne connaissions pas, je présume que le président de la République ne savait pas, en adhérant à l'EAC, qu'il y avait des agendas cachés de pouvoir déstabiliser, de pouvoir poser des actions subversives contre la République démocratique du Congo, conjurer la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, je crois bien, n'avait pas tiré l'attention pour savoir qu'en adhérant à l'EAC, il y avait des conséquences telles que conjuration de la déstabilisation de notre pays, conjuration je vais dire, de la destruction de l'armée de notre pays. Bon, voilà, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Et ce que moi je constate actuellement est que le président de la République commence déjà à prendre ses distances vis-à-vis de cette nébuleuse EAC, parce que d'abord, il y a eu convocation du sommet de l'EAC la semaine passée. Les présidents qui ont pris part à ces sommets, il y a les présidents Paul Kagame, les présidents Yoweri Museveni, les présidents Ruto. Les grands absents étaient les présidents Ndayishimiye qui ne s'étaient pas rendus à ces sommets de l'EAC, et les présidents Félix Tshisekedi aussi ne s'étaient pas rendus. Et donc, comme ils se sont rendus compte que il y a des grands absents, en l'occurrence le président Félix Tshisekedi et aussi le président Ndayishimiye, et ils ont proposé à ce qu'il y ait un sommet conjoint SADC-EAC pour scruter
la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà, ces sommets conjoints SADC et EAC a eu lieu hier. Mais avant cela, il y a eu d'abord la réunion des ministres de chaque État pour préparer les sommets conjoints EAC-SADC. Mais notre ministre, selon les informations à notre possession, n'avait pas en réalité pris part à cette réunion préparative du sommet conjoint SADC-EAC au niveau de l'EAC. Mais nos ministres qui étaient sur place et la délégation de la République démocratique du Congo qui était sur place a pris part à la réunion préparative de la SADC, mais les ministres avaient boycotté la réunion préparative du côté de l'EAC. Et donc, nous nous rendons compte que le président Tshisekedi commence à prendre ses distances vis-à-vis de l'EAC. Et avant aussi, c'est la tenue du sommet conjoint EAC-SADC, le président Macron avait envoyé, sollicité à ce qu'il y ait une rencontre entre les présidents Tshisekedi et les présidents Paul Kagame au niveau de Paris. Et les présidents de la République, M. Tshisekedi, avait répondu au président Macron, bon, il va voir si cela peut être possible. Et les informations en notre possession, le président avait décliné l'invitation. Et voilà, et nous comprenons pourquoi ces agitations de Emmanuel Macron. Nous connaissons toutes les vérités et vous allez les savoir dans ces numéros. Et donc, mes chers compatriotes congolais, je vous convie à liker et partager ces numéros. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement au sommet conjoint SADC et EAC? D'abord, vous devez noter que le président de la République, au travers sa porte-parole, Tina Salama, avait fait une déclaration disant que le président de la République, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, va devoir prendre part à ce sommet conjoint SADC et EAC. Et de l'autre côté, au niveau de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa avait aussi déclaré qu'il prendra part à ces sommets SADC et ces sommets conjoints SADC et EAC. Et donc, mais chose surprenante est que hier, le président de la République s'était pas rendu au niveau de Tanzanie et il a délégué la première ministre, Madame Judith Suminwa, qui a pris part à ces sommets conjoints SADC et EAC. Et au niveau de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa ne s'y était pas aussi rendu et le président Ndayishimiye ne s'y était pas aussi rendu. Et donc, nous comprenons que les blocs de la SADC lancent un message fort. Le message que les blocs de la SADC lancent, c'est quoi? C'est en fait, tous ces présidents-là disent au président de l'EAC que cette histoire-là que vous organisez, c'est juste une aventure pure et simple. Et nous n'allons pas considérer toutes les résolutions qui en découleront. Et donc, c'est ça le message que le président Ndayishimiye, le président João Lourenço, qui n'était pas aussi parti, le président Cyril Ramaphosa, au moins 4 présidents de la SADC qui ne s'étaient pas rendus. Sauf que il y a eu la présence de l'actuel président, le président en exercice de la SADC, Emerson, qui est le président en exercice de la SADC, et normalement, lui aussi, selon les informations à notre possession, voulait en fait boycotter ces sommets, mais comme le président Cyril Ramaphosa, le président Félix Tshisekedi, le président Ndayishimiye, le président Lourenço avaient pris une décision de ne pas s'y rendre, et comme
le président en exercice de la SADC, lui aussi, ne pouvait pas partir, eh ben, on lui a dit que non, vous, comme vous êtes le président en exercice de la SADC, vous devez être là parce que si vous ne prenez pas part à ces sommets conjoints SADC et EAC, ça va paraître comme si nous avons boycotté. Alors, c'est la raison pour laquelle le président en exercice de la SADC, le président Emerson, s'était rendu à Dar es Salaam pour ces sommets conjoints SADC et EAC. Et donc, c'est que nous pouvons comprendre, l'absence de ces 4 présidents montre, comme je l'ai dit, que le président Cyril Ramaphosa, Tshisekedi, Ndayishimiye, Lorenzo, ne sont pas pour ce qui est en train de se faire au niveau de l'EAC. Parce qu'ils ont compris la conspiration, ils ont compris le complot orchestré par les présidents de l'EAC. C'est pourquoi ils ont saboté leur sommet là. Alors, moi personnellement, je vais dire quoi? Je vais dire que ce sommet était juste une distraction totale. Une distraction totale, pourquoi? Parce que ces gens-là ont des agendas cachés. Et ils jouissent du soutien de la France, d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le seul président qui donne plus d'appui à cette nébuleuse EAC, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que d'abord, vous devez savoir, mes chers compatriotes congolais, que la France est chassée dans des pays ouest-africains. Il est chassé, la France est chassée complètement. Voyez-vous? Et donc, tous les minéraux qu'ils extrayaient dans ces pays ouest-africains, ils ne les ont plus parce qu'ils ne sont plus là, ils sont chassés. Alors, comme l'Union européenne, ce que vous devez savoir, mes chers compatriotes congolais, comme l'Union européenne, c'est, je vais dire, est en déficit aujourd'hui, est en faillite aujourd'hui, ils n'ont plus quelque chose de bon à présenter sur les débouchés internationaux, les débouchés mondiaux, d'où il faut qu'ils aient en fait la mainmise sur les minéraux congolais. Alors, la personne qu'ils utilisent, que moi je considère comme un commissionnaire, que moi je considère comme un proxy, c'est M. Paul Kagame. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a signé des accords, des protocoles d'accord pour l'exploitation des minéraux dont le Rwanda ne dispose pas. Et donc, nous savons pertinemment bien que le Rwanda va devoir puiser ces minéraux en République démocratique du Congo. Et donc, c'est ça la grande question. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, prendre des décisions ou des sanctions contre le Rwanda, tenir des discours un peu très vifs, très virulents face à Paul Kagame, c'est en fait c'est compromettre ce que pense M. Emmanuel Macron. Et donc, c'est pourquoi il nous amadoue avec des discours du genre nous condamnons le Rwanda, nous réitérons notre engagement pour le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et des discours que moi je considère des discours vains qui ne sont pas suivis de sanctions, parce que vous devez savoir, chers compatriotes congolais, l'ONU a la création de l'ONU, c'était pour assurer la paix dans le monde. Mais voilà aujourd'hui où nous sommes avec cette nébuleuse ONU. Et moi, je me pose des questions. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait la Société des Nations. Mais lorsqu'il y a eu la deuxième guerre mondiale en 1945, on a créé l'ONU pour éviter l'échec de la Société des Nations. Alors, aujourd'hui, ONU ne tire pas de leçons de ce qui s'est passé en 1945, la deuxième guerre mondiale. L'ONU aujourd'hui ne tire pas de leçons. Et moi, à mon humble avis, cette nébuleuse ONU continue toujours à exacerber des crises dans le monde aujourd'hui. Et donc, le rôle du Conseil de sécurité, c'est quoi?
c'est d'assurer la stabilité dans le monde. Et lorsqu'un pays qui est membre des Nations Unies, qui agresse un autre pays membre des Nations Unies, il y a des sanctions qu'on doit prendre. Il y a entre autres les sanctions économiques, les sanctions diplomatiques, les sanctions, je dirais, militaires. Mais toutes ces sanctions-là ne sont pas prises. Mais voilà, aujourd'hui, avec la guerre russo-ukrainienne, toute la communauté internationale se mobilise pour prendre des sanctions contre la Russie, qui est tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait en fait la violation de l'intégrité territoriale d'un pays membre des Nations Unies. Et donc, mais chez nous, ils ferment les yeux, ils ne parlent pas, ils ne prennent pas des sanctions contre le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est leur moukala, comme on dit, moi nabitinda na bango. Et donc ça, c'est pas du tout normal. Et nous vivons dans un monde tellement injuste. Alors c'est à nous, peuple congolais, de pouvoir prendre notre destin en main pour pouvoir tracer les chemins, pour pouvoir tracer je vais dire, les programmes du développement de notre pays. Et donc, c'était juste une parenthèse. Je reviens sur la situation du sommet conjoint EAC. Et donc, je disais que cette histoire de l'EAC SADC, moi j'avais déjà dit que ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas parce qu'on connaît déjà des réalités, on connaît déjà l'agenda caché des présidents de l'EAC, parce qu'il faut se le dire. D'abord, où est né AFC de Corneille Nangaa? AFC de Corneille Nangaa est né au Kenya et sous l'œil impuissant du président Ruto. Et d'abord, vous devez savoir que le président Ruto, c'est quand il était en opposition, il avait en fait insulté les Congolais. Les Congolais sont des distraits. Les Congolais sont des coureurs de jupons. Les Congolais sont des grands buveurs. Et donc, tout ça, ça prouve en suffisance qu'avec ces gens, nous ne pouvons rien espérer ou rien attendre de quelque chose de bon qui pourrait sortir de leurs décisions qu'ils peuvent prendre. Et donc, d'abord, l'AFC de Corneille Nangaa a vu le jour au Kenya et le président Ruto a assuré les frais de restauration pour ces gens-là. Le paiement de l'hôtel, c'est le gouvernement Ruto qui avait pris en charge. Et tout ça prouve en suffisance que ces gens ne peuvent pas nous aider. Ils ne peuvent pas nous aider, ce n'est pas normal. Dans notre constitution, il est interdit toute action subversive contre un État voisin. Mais comment se fait-il que les États avec lesquels nous partageons les frontières acceptent que les actions subversives passent contre notre pays dans leur territoire? Et donc ça, c'est inadmissible. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pourquoi moi, comme j'avais déjà dit, au regard des analyses que j'avais faites, que Ruto a permis à ce que Nangaa puisse créer son mouvement rebelle. Ruto, je vais dire, a insulté les Congolais. C'est pourquoi moi j'avais dit rien de bon sortira de ce sommet conjoint EAC SADC. Voyez-vous, mes chers compatriotes congolais. Et donc, et aussi nous devons savoir que le président de la République avait dit M. Ruto prend effet et cause pour M. Paul Kagame. Voyez-vous. Et donc, il n'était pas en fait, je dirais, au milieu du village dans ces conflits qui dérangent, qui met en difficulté le développement de la République démocratique du Congo. Mais c'est Ruto n'était pas en fait, je dirais, au milieu du village. Et tout ça, ça m'a permis de faire une analyse très pertinente pour dire que Ruto ne nous aidera jamais. Ruto ne nous aidera jamais, 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 jamais. Parce que c'est lui qui est le président en exercice de cette nébuleuse EAC. Ruto ne nous aidera jamais. Et je dirais que ce sont des gens que moi je considère comme des juges partis
Voyez-vous? Donc, ils sont juges partis. Donc, ils créent l'AFC, ils soutiennent M. Paul Kagame et ils viennent pour nous juger encore, pour nous dire, bon, voilà, on doit chercher à trouver des solutions politiques dans ces conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, ce sont des gens que moi, je considère juges partis. Et qu'est-ce qui a été décidé dans ces sommets conjoints SADC et AC? Je vais vous le dire quelques points des résolutions qui sont sorties de ces sommets. Les communiqués finaux, on nous dit 1. La cessation des hostilités et un cessez-le-feu immédiat. Voilà. 2. Les rétablissements des services publics essentiels et de voies d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base essentiels afin que soit assurée l'aide humanitaire. 4. La résolution pacifique du conflit par le biais des processus de Luanda et de Nairobi. Et 5. L'instauration d'un cessez-le-feu et la cessation des hostilités immédiates et sans condition. 6. L'acheminement d'une assistance humanitaire, y compris les rapatriements des dépouilles et l'évacuation des blessés. 7. L'élaboration d'un dispositif de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. Voilà les résolutions qu'ils ont prises dans leur aventure, que moi j'appelle comme ça, c'est une aventure. Voilà les résolutions: cessation immédiate des hostilités, cesser les feux, évacuation de dépouilles, c'est-à-dire les militaires qui sont tombés sur les sols congolais, parce que nos militaires qui étaient tombés ont été déjà évacués par la Croix-Rouge qui était sur place, mais les militaires rwandais, normalement, on devait les inhumer, les enterrer au Rwanda. Et je pense que s'ils communiquent comme ça, l'évacuation des dépouilles, je crois que ce sont les militaires rwandais dont le corps sans vie jase encore sur les riz de Goma. Et donc, dans ces communiqués, chers compatriotes congolais, il n'y a ni condamnation, il n'y a ni exigence du retrait des troupes rwandaises sur les territoires congolais. On n'a même pas condamné M. Paul Kagame. Donc c'était une aventure pure et simple. C'était une aventure totale. On ne condamne pas. Et moi, ce qui m'écoeure, c'est quoi? Ce qui m'étonne, c'est quoi, chers compatriotes congolais? C'est en fait, vous avez des organisations comme l'Union européenne qui envisagent de prendre des sanctions, qui envisagent de rompre, de résilier les contrats, les protocoles d'accord signés entre l'Union européenne et les Rwandais en termes d'exploitation des minéraux. Mais nous avons toute une organisation régionale et sous-régionale qui ne montre pas en fait une attitude responsable de pouvoir chercher la paix tout en condamnant celui qui a tort et en donnant raison à celui qui a raison. Mais cela s'est fait comme si rien n'était. Moi, ça m'étonne. Est-ce que réellement nous avons des présidents en Afrique ou ce sont des pantins, des gens qui travaillent pour l'intérêt de la communauté internationale? Moi, je me pose cette question-là. Vraiment, c'est pathétique, c'est malheureux pour nos dirigeants africains. Comment se fait-il que toute une organisation, l'Union africaine, qui n'a jamais fait une déclaration dans le sens de condamner les Rwandais, parce que la violation du territoire national de la République démocratique du Congo, cela normalement devait émouvoir tout le monde.
Parce qu'aujourd'hui, qui est ce pays? Un pays de l'Union africaine qui attaque un autre pays de l'Union africaine. Qui est ce pays-là? Si ce n'est que les Rwandais qui nous attaquent, nous, la République démocratique du Congo. Et tous ces gens-là, toutes ces organisations-là, se taisent et s'en foutent, s'en fichent de ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, où on constate un carnage délibéré dans la ville de Goma. Mes chers compatriotes, il y a eu des rapports de la MONUSCO faisant état de plus de 3000 morts en un jour. Plus de 3000 morts lorsque les M23 ont foulé les pieds sur les sols de la ville de Goma. Et ça n'émet personne, ça ne dérange personne. Et tout le monde pense que c'est les Congos, en fait, tout le monde pense que le Congo doit négocier avec les M23 qui tirent les Congolais, négocier avec des terroristes. Oh mon Dieu, on est où là? Moi, je pense que nous devons changer notre perception, nous, en tant qu'Africains, sur les affaires, sur les choses africaines. Ce n'est pas normal. Et vous voyez des pays qui ne sont pas du continent africain qui condamnent les actes barbares du régime de M. Paul Kagame. Mais vous voyez certains pays africains, jusque-là, ils ne pipent mot. Hein. Ils ne pipent mot, ils ne disent rien. Donc ils trouvent normal ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Or, ils peuvent se dire que non, voilà, ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo peut aussi se passer chez eux. D'où ils ont l'obligation de pouvoir condamner M. Paul Kagame. Ce que M. Paul Kagame fait en République démocratique du Congo, il pourra aussi demain ou le lendemain faire aussi dans un autre pays africain. Et ça, ils ne comprennent pas. Et ils pensent toujours à leurs intérêts mesquins, à leurs intérêts partisans. Non, ça doit s'arrêter. Si nous voulons une Afrique forte plutôt, il faudra que nous puissions être unis, que nous puissions réellement être des panafricanistes. Être réellement des panafricanistes. Mais avec ce qui se passe là, en tout cas, c'est regrettable. C'est vraiment malheureux. Et donc, moi, je disais que dans cette histoire de l'EAC-SADC, sommet conjoint EAC-SADC, rien de bon n'allait sortir. Voilà, ça c'est une distraction pure et simple. Et voilà, on nous dit, bon, dans les jours à venir, 4 jours après la tenue du sommet conjoint SADC-EAC, il y aura une réunion de chefs d'état-major, quelque chose comme ça. Non, ça c'est vraiment une distraction. Et c'est pourquoi je vais ici faire appel au président de la République, lancer un appel pathétique au président de la République, de comprendre que, monsieur le président, il ne faut pas tomber dans l'RG. L'RG, c'est en fait de tirer les choses à longueur. Et surtout que vous avez bloqué les intérêts occidentaux, et ces gens-là voudront soit votre disparition, soit vous humilier. Et alors, n'acceptez pas ce genre d'aventure de mauvais goût, cher président. Et donc, il faut aussi tirer la leçon de ce qui s'était passé à l'époque lorsque le président Abiyarimana discutait avec le mouvement du Paul Kagame à Arusha. Et donc, l'avion du président Abiyarimana a été abattu par un missile solaire. Et donc, je pense que ils peuvent aussi, dans ce sens-là, de pouvoir tirer les choses à longueur pour que on puisse vous avoir, pour que on puisse vous abattre, cher président. Et donc, soyez vigilants et prudents, cher président. Nous avons besoin de toi parce que nous avons compris que vous êtes un vrai patriote. Vous êtes en train de défendre les intérêts de la République au détriment des intérêts occidentaux. Et ça, nous ne pouvons que vous encourager, nous ne pouvons que vous soutenir. Et ceux qui vous parlent à mal de vous, je crois que ne comprennent pas encore les enjeux géopolitiques et stratégiques de cette guerre. Et je crois que je vais leur aussi dire que le président de la République n'est pas le déclencheur de cette guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une guerre qu'il a héritée entre les mains de ses prédécesseurs, notamment M. Joseph Kabila, qui est vraiment l'élément déclencheur de cette guerre avec des accords bidons qu'il a fait signer la République démocratique du Congo et donc qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Si les M23 nous attaquent, c'est parce qu'on dit que les accords du 23 mars n'ont pas été respectés. Et il faudra que ces accords-là puissent être respectés. Et qui avait signé ces accords? Ce n'est pas le président de la République, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, c'est le régime de M. Joseph Kabila. Et aussi,
vous devez savoir, chers compatriotes congolais, nous avons le droit et l'obligation de pouvoir soutenir le président de la République, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Pourquoi nous devons le soutenir? C'est parce que, d'abord, c'est quelqu'un qui a montré une capacité à vaincre l'ennemi. C'est quelqu'un qui a montré, qui fait montre du patriotisme dans le sens que le Congo, c'est pour les Congolais. Et donc, nous avons l'intérêt de les soutenir. Et vous devez savoir, mes chers compatriotes congolais, que le président Paul Kagame, il avait dit, il y a une vidéo qui circule, que le président Tshisekedi n'est pour rien dans cette affaire. N'est pour rien. C'est quelque chose qu'il a hérité. Et je crois que ceux qui disent que c'est le président de la République l'élément déclencheur, vous avez tort, chers compatriotes congolais. Vous devez revenir à la raison. À ces moments cruciaux où nous faisons face à une guerre sans précédent, parce que la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo est une guerre de haute technologie. Ce n'est pas une guerre qui s'est passée en 2012 avec l'arrivée d'IM-23, où on ne voyait pas en fait l'utilisation de drones kamikazes. On ne voyait pas en fait l'utilisation des systèmes de défense anti-aériens. On ne voyait pas en fait les systèmes de brouillage des signaux GPS. On ne voyait pas en fait les renseignements que donne la France à partir des données satellitaires au M23. Donc cela n'existait pas à l'époque en 2012, mais c'est en 2024-2022 où le M23 a commencé à attaquer la République démocratique du Congo en prenant la ville de Bunagana, où nous constatons que c'est une guerre de haute technologie. Et aujourd'hui, ce n'est pas une guerre que nous devons prendre à la légère. C'est une guerre qui nous montre en fait que nous devons, nous Congolais, nous prendre en charge, nous préparer davantage pour pouvoir bouter dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo. Et donc, nous avons l'obligation de pouvoir soutenir le président de la République, chers compatriotes congolais. Alors, je vais ici rappeler une chose, c'est très important. Chers compatriotes, je vous convie à liker, partager ces numéros. Et je vais parler du discours ou de la déclaration tenue par le président Vital Kamerhe. Mais c'est Vital Kamerhe, les pacificateurs, soi-disant pacificateurs. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup à ces moments si cruciaux en tant que président de l'Assemblée nationale. Il y a une certaine posture qu'on doit avoir pour essayer de concourir à la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que vous êtes de l'Est, vous êtes du Sud Kivu, vous êtes de Walungu, je pense. Vous êtes de Walungu et vous êtes Mouchi. Et je pense que ceux qui souffrent là, dans la province du Sud Kivu, sont d'abord vos frères, en premier lieu. Parce que vous êtes de là. Ils sont nos frères congolais, mais sont d'abord vos frères. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que Monsieur Vital Kamerhe, on ne vous voit pas dans les actions humanitaires. On ne vous voit pas, cher président. On ne vous voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Cette attitude nous montre quoi? On se pose la question, monsieur Vital Kamerhe. On se pose la question. On ne vous voit pas, en fait, dans les actions humanitaires. Aujourd'hui, le M23 a une visée de pouvoir prendre la ville de Bukavu aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il y a toute une psychose qui règne dans la ville, dans les chefs de nos frères et sœurs du Sud Kivu. On ne vous voit pas dans les actions humanitaires. On ne vous voit pas dans des déclarations déjà, mes chers frères kivusiens, prenez-vous en charge, mobilisez-vous, barrez la route à ses ennemis. Et nous savons pertinemment bien que la province du Sud Kivu, c'est une province de vaillants combattants, c'est une province de résistance, c'est une province de résistants. Et donc, Sud Kivu est réputé dans son caractère résistance. Et donc, mais on ne vous voit pas, cher président Vital Kamerhe, de pouvoir faire une déclaration comme les autres, comme a fait M. Jean-Pierre Bemba,
il a mobilisé les gens, il a appelé les gens à la mobilisation. Mais vous, on ne vous voit pas. Mais on vous voit seulement tenir des déclarations qui en quelque sorte confortent les positions ou les déclarations que tiennent les ennemis de la République démocratique du Congo. Et on se pose la question, est-ce que réellement vous êtes en train d'aider le président Tshisekedi ou vous n'êtes pas en train de l'aider? On se pose ce genre de questions au regard de la posture dans laquelle vous vous trouvez maintenant face à cette guerre injustement nous imposée par le Rwanda. Et donc, nous voulons, M. Vital Kamerhe, que vous puissiez prendre votre courage à main pour appeler vos frères et sœurs de Walungu, de Fizi, de Bukavu, de Kaleye, de Nyambibwe, de Ouiche, de les appeler à la mobilisation. Et donc c'est ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président Vital Kamerhe. Et aussi ce que moi je me pose comme question, Monsieur Vital Kamerhe, on vous a vu en 2019 aller donner plus de 20 têtes de vaches à James Kabarebe lors de son mariage. Mais on ne vous a jamais vu donner aussi des choses importantes à vos frères et sœurs meurtris, à vos frères et sœurs qui sont victimes des actions de meurtres, de massacres orchestrés par l'armée de Paul Kagame. On ne vous a jamais, M. Vital Kamerhe, posé ce genre d'actes humanitaires. Mais on vous voit prendre de 20 vaches, donner à un Rwandais. James Kabarebe n'est pas congolais, un Rwandais. Et aussi, M. Vital Kamerhe, on vous a vu aller fouler les pieds sur la cité de Bunagana. Et à votre retour, vous faites une proposition au président de la République de négocier. Et maintenant, lors de la session extraordinaire, vous avez aussi tenu les mêmes discours. Que non, ici, nous voulons prendre des décisions, monter des stratégies qui doivent permettre au président de la République de négocier avec les M23, mais ça ne sera pas une négociation pour vendre les pays. Donc, M. Vital Kamerhe, vous êtes toujours dans l'esprit de négociation. Non, le président n'est pas dans cet esprit-là de négociation pour vendre les pays. Bien que vous avez dit, mais nous connaissons les non-dits de cette déclaration. Nous savons que vous, votre boussole, c'est en fait votre façon de voir les choses, c'est en fait la négociation. Mais le président, sa façon de voir les choses, ce n'est pas la négociation. Le président veut tout simplement que les Rwandais se retirent du territoire national parce que il n'y a pas une justification de la présence de l'armée rwandaise sur les territoires congolais. Et ça nous éclaire. Et aussi, M. Vital Kamerhe, il y a le gouverneur militaire de l'Ituri, le gouverneur Luboya, avait fait une déclaration que il y a des députés nationaux qui soutiennent les groupes rebelles dans la province de l'Ituri. Et il avait demandé à ce que vous puissiez l'appeler pour qu'il puisse dénoncer, présenter les évidences, les preuves de ceux-là, de ces députés-là qui complotent contre la République démocratique du Congo en soutenant les groupes rebelles. Vous n'avez jamais appelé, invité le gouverneur Luboya, le gouverneur militaire de l'Ituri pour pouvoir présenter ces évidences. Vous n'avez jamais appelé. Et aussi, il y avait une motion de défiance contre le ministre des IPTR par rapport à ce qu'on voit. Il avait initié un projet de zéro trou à Kinshasa, mais allez voir la voirie urbaine de Kinshasa, il y a plein de trous. Il y a plein de trous. Mais l'argent était sorti du trésor public pour pouvoir implémenter ces projets de zéro trou. Et vous avez vu vous-même, lorsque le ministre des IPTR était dans les Grands Kassai, avec tout ce qu'il y a eu comme scandale, qu'il y a eu comme colère de la population parce qu'on ne voit rien. L'argent qui était sorti pour la construction de la route Kalamba-Mouji, la route n'a pas connu les débits des travaux, etc. Et donc, on suppose
que l'argent a été détourné et il y avait une motion de défiance contre le ministre des IPTR, M. Guissaro. Mais à notre grande surprise, cette motion de défiance n'a pas abouti. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont assis sur cette motion de défiance pour protéger leurs intérêts. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que réellement, M. Vital Kamerhe, vous êtes en train de travailler pour l'intérêt de la République? Est-ce que réellement vous êtes en train de travailler pour l'intérêt de la République, M. Vital Kamerhe? Ça nous étonne, votre attitude aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, le commandant de la 3e zone de la défense, le Pacifique, Massouzou, qui a fait la ronde des localités que vous avez dites que sont sous l'occupation d'IM23, en commençant par Niambibwe, Issué, et vous avez dit que bientôt les M23, comme ils ont conquis la localité de Issué, ils vont atteindre Katale. Pour Katale, c'est dans la ville de Goma. Mais il y a eu un communiqué du porte-parole du commandant de la 3e zone de défense, le Pacifique Massouzou, disant que toutes ces zones-là sont sous le contrôle des forces armées de la République. Et maintenant, on se pose la question, qui a tort, qui a raison? Entre vous, M. Vital Kamerhe, vous qui avez dit autrefois que les M23 est à échoué, bientôt il va atteindre Katale. Katale, c'est déjà dans la ville de Bukavu. Et donc, qui a tort, qui a raison? Et donc, je pense que M. Vital Kamerhe, il faut, je dirais à ce moment si crucial, prendre une attitude responsable. Donc, voilà. Et je crois que, chers compatriotes congolais, je vous convie à liker et partager ces numéros. Ça nous fera énormément du bien. Et donc, je vais dire ici, les combats qui se passent, la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, c'est la guerre des minéraux. C'est la guerre des minéraux, pourquoi? Parce que, chers compatriotes congolais, vous devez savoir que la Chine a une longueur d'avance par rapport aux Américains. Les Américains se sont réveillés un peu en retard. Or, la Chine a commencé à investir en République démocratique du Congo depuis bien longtemps. La Chine aujourd'hui a des voies de sortie des minéraux. D'abord, la première voie, c'est à partir de Dar es Salaam au niveau des Tanzanie, qui est au bord de l'océan Indien. Et nous avons aussi l'Afrique du Sud au travers ces industries minières. L'Afrique du Sud exporte, importe aussi de minéraux de la République démocratique du Congo et qui les vend aussi à la Chine, qui a délocalisé une partie de ses investissements de l'industrie militaire qui se trouve en Afrique du Sud aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'Afrique du Sud est une puissance militaire en Afrique parce que la Chine a délocalisé une partie de ses investissements en termes d'industrie militaire. Il y a des avions de chasse de dernière génération qui sont fabriqués en Afrique du Sud, le drone de dernière génération qui sont fabriqués en Afrique du Sud. Et donc, la Chine bénéficie énormément de nos minéraux à partir du port de Dar es Salaam et au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, les Américains ayant constaté que la Chine a une longueur d'avance, il faut maintenant contrecarrer la Chine. Et d'où ils ont présenté le projet de Lobito. Les projets de Lobito, on va construire un corridor qui va partir de la Zambie, qui passe par les Grands Katanga au niveau de Sakania, qui arrive vers Djilolo, et Djilolo vers Lobito. Et donc ça, c'est dans la stratégie pour pouvoir contrer la Chine qui déjà exploite nos minéraux depuis bien longtemps. Et donc les Européens, connaissant pertinemment bien qu'ils n'ont plus rien comme ressources, parce qu'aujourd'hui vous devez savoir que la guerre russo-ukrainienne a engendré des conséquences désastreuses sur les économies européennes, parce que d'abord les industries européennes sont dépendantes du gaz russe. Et la Russie a privé l'Europe, ces gaz. C'est pourquoi, vous voyez, il y a je dirais, la flambée des prix qui est constatée dans le débouché européen. Et donc, il y a des impacts un peu négatifs par rapport à la réduction de manière drastique de l'exportation des gaz du russe.
voyez-vous, et donc qui a des conséquences tellement désastreuses sur les économies européennes. Et aujourd'hui, vous devez savoir, il n'y a que l'Allemagne qui essaie de se battre pour maintenir son économie dans un état florissant plutôt. Alors, je vais dire, l'Allemagne qui essaie qui continue à exporter ses véhicules fabriqués sur place, mais l'Europe, écoutez, l'Europe est dominée aujourd'hui par les marchés chinois. L'Europe aujourd'hui consomme les produits chinois, et donc la Chine a trouvé un grand marché en Europe. L'Europe aujourd'hui n'a plus de marché parce qu'ils n'ont plus rien à proposer, ils n'ont plus rien à produire, et donc voilà, ils sont en difficulté énorme. L'Europe aujourd'hui est dépendante de la Chine, l'Europe aujourd'hui est dépendante des États-Unis d'Amérique, et donc aujourd'hui ils n'ont plus rien à proposer en Chine, n'ont plus rien à proposer aux États-Unis d'Amérique, et donc voilà. Et aujourd'hui les seuls moyens qui les restent, c'est en fait de continuer à piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo en utilisant un pays voisin qui est le Rwanda aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont signé les protocoles d'accord d'exploitation des minerais de la République démocratique du Congo dont le Rwanda ne dispose pas. Et donc ça, c'est vraiment gravissime. Et donc voilà les causes de cette guerre. Et nous savons, la Belgique, il y a des industries qui se trouvent en Belgique qui achètent des minerais décents. Et c'est ça qui alimente en fait les mouvements rebelles et qui cause du tort à nos populations du sud Kivu, nord Kivu. Donc voilà. Et donc je pense que nous, peuple congolais, ce que nous devons faire par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est de pouvoir mettre une pression à outrance sur la communauté internationale pour qu'elle retire ses mains sur le Congo. Le pape avait dit, lorsqu'il était arrivé ici à Kinshasa, il avait lancé un appel: retirez vos mains sur le Congo. Retirez vos mains sur le Congo. Et c'est pourquoi je lance aussi cet appel pathétique à la communauté internationale de retirer vos mains sur le Congo. Retirez vos mains sur le Congo, communauté internationale. Sinon, nous allons bloquer vos intérêts ici. Surtout la France. La France, vous avez plus d'intérêts ici en République démocratique du Congo qu'au Rwanda. Vous avez des sociétés de télécommunications qui sont ici, et au moment opportun, nous allons lancer un mot d'ordre. Si vous continuez toujours à soutenir les Rwandais, si vous continuez toujours à soutenir les Rwandais, nous allons bloquer vos intérêts ici en République démocratique du Congo. Et c'est ça la seule arme qui nous reste et qui vous fera très mal. Et on va toucher là où ça va vous faire très mal. C'est que vous devez savoir, on en a marre. Nous avons perdu plus de 20 millions de nos frères et sœurs qui sont tombés à cause de l'exploitation illicite des minéraux. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de venir par la grande porte au lieu de venir par la petite porte en massacrant, en éventrant les femmes enceintes? Ça, c'est pas du tout normal. C'est quelle humanité que nous voulons? Une humanité de cruauté ou une humanité je vais dire, de personnes épris de l'amour du prochain? Non, c'est pas du tout normal. On en a marre, on en a marre. Et nous appelons ici la communauté internationale de cesser vos sales besognes sur le Congo. De cesser vos sales besognes sur le Congo. Ça, je ne cesserai de vous le dire. Je ne cesserai de vous le dire. Peuple congolais, soyons unis. Et ici, je tiens aussi à féliciter nos frères et sœurs de la diaspora qui continuent à faire des manifestations de grande envergure dans l'espace européen. Hier, la France, nous avons vu comment est-ce que vous vous êtes mobilisés pour pouvoir montrer à la face du monde que le Congo ne pourra jamais être balkanisé. Le Congo restera indivisible. Et donc, merci beaucoup pour vos manifestations. Et je pense qu'il faut continuer cela. Il faut continuer. Il faut accentuer la pression pour que la communauté internationale sache que non, ça ne va pas. Parce que du fait qu'on reste silencieux, ils vont se dire, bah écoutez, ces peuples-là, c'est un peuple distrait, c'est un peuple qui est accro à la musique, c'est un peuple qui aime des femmes, qui aime la bière, etc. Et donc, continuons à poser des sales besognes sur le Congo parce qu'on nous voit distrait. Non, nous devons toujours continuer dans cette alliée-là pour montrer à la communauté internationale que cette fois-ci ou jamais, le Congo sera
un et indivisible. Et nous devons rester vigilants et soutenir le président de la République. Chers compatriotes, nous devons soutenir le président de la République. Il a bloqué toutes les issues par lesquelles la communauté internationale extrayait nos minéraux. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui m'enchante. Vous savez, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en République démocratique du Congo est similaire à ce qui s'est passé au Congo-Brazza. Au Congo-Brazza, en 1979, il y avait je vais dire, le président, comment il s'appelle encore, l'ancien président Brazza, bon, le nom va venir. Le président Sassou qui était en 1979, en 1994, son successeur prend le pouvoir. C'était comment, Lissouba, voilà. Lissouba, qui prend le pouvoir en 1994. Et Lissouba bloque les intérêts de la France. Et la France s'aperçoit que c'était mieux avec Sassou que Lissouba. Alors, ils vont encore armer Lissouba pour faire un coup d'État. Pour chasser, ils vont armer en fait Sassou Nguesso pour faire un coup d'État, chasser Lissouba par la voie des armes. Et ils avaient chassé Lissouba par la voie des armes parce que Lissouba était patriote. Lissouba avait l'essence du patriotisme. Et comme il avait bloqué les intérêts de la France, et la France lui en voulait. La France a armé Sassou Nguesso et ils ont renversé Lissouba. Et voilà ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans notre pays. Mais c'est Kabila qui était au pouvoir. Oui, il a eu à céder des carrés minières de la Gécamine à des personnes que nous connaissons, notamment M. Dan Getteler, qui est le milliardaire israélien. Ils ont bradé tous ces minéraux, tous ces carrés minières de la Gécamine à Dan Getteler, à des Occidentaux. Ils ont bradé cela à des personnes aussi que j'ai cité leur nom, à Ibn Ibrahim, Soros, Vincent Bolloré. Donc ces trois personnes ici sont des multimilliardaires et qui ont des carrés minières dans les grands Katanga que Kabila leur avait vendu à vil prix. Voyez-vous? Et alors, ces gens-là vont devoir comprendre que M. Kabila commençait à faire intégrer les pays de Moyen-Orient, entre autres l'Iran, qui commençait à avoir aussi la même mise sur les minéraux congolais. Et c'est ça qui va irriter ces multimilliardaires, entre autres le Dan Getteler, Vincent Bolloré, Mo Ibrahim, Soros. Donc tous ces gens-là étaient très en colère. C'est pourquoi ils vont choisir M. Moïse Katumbi pour qu'il remplace M. Kabila. Et quand M. Kabila va être au courant de ça, il se fâche et il monte un dossier contre Moïse Katumbi, le dossier des mercenaires. Et voilà. Et ce qui va valoir la fuite de M. Katumbi vers l'Europe. Et M. Kabila va perdre son pouvoir. Et Félix Tshisekedi arrive et il comprend qu'il ne peut pas travailler au détriment de la République démocratique du Congo en protégeant les intérêts des impérialistes. Comme lui, il est panafricaniste, il est épris du patriotisme et n'a pas voulu céder en fait aux caprices de la communauté internationale. Et voilà, aujourd'hui, la communauté internationale lui en veut. Et donc, je pense que en connaissant toutes ces réalités, nous devons soutenir les présidents de la République. Et voilà, ils sont allés. Cette même communauté internationale qui avait chassé M. Kabila est allée encore voir M. Kabila pour essayer de faire partie le président Tshisekedi par la force. C'est pourquoi le président Tshisekedi avait dit que
l'AFC de Corneille Nangaa, c'est M. Kabila. M. Kabila est en train de préparer un mouvement insurrectionnel pour me faire partir. Et donc, voilà ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et M. Kabila bénéficie de l'appui de la communauté internationale, notamment la France et d'autres pays européens, notamment aussi la Pologne, qui a fait une déclaration de manière claire en disant que tout celui qui attaquera le Rwanda verra en fait la puissance de la Pologne, la puissance militaire de la Pologne. Et donc voilà, je vais dire ici que ce qui est en train de se passer actuellement dans notre pays est similaire à ce qui s'est passé au Congo-Brazza entre Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Et nous n'accepterons plus jamais que cela puisse se reproduire en RDC. Nous n'accepterons plus. Restons vigilants, chers compatriotes congolais. Restons vigilants. Ne cédez pas à la panique. Surtout nos frères et sœurs de Sud Kivu, nous apprenons qu'il y a une sorte de psychose qui commence je vais dire, à prendre corps dans les chefs de nos frères et sœurs. Donc ne cédez pas à la panique. Les vaillants combattants sont là. Ils vont vous protéger. Et aussi nous apprenons l'arrivée de 10 000 commandos burundais qui sont déjà déployés dans la partie Sud Kivu pour pouvoir faire face à l'ennemi, les M23. Parce que le Burundi sait pertinemment bien que si la province du Sud Kivu tombe, et donc les M23 pourraient se diriger vers le Burundi. Et parce que dans l'objectif de M. Paul Kagame, il faut installer des Tutsis partout. Parce que le pouvoir qui est au Burundi, c'est le pouvoir des Bantous. C'est le pouvoir des Bantous. Alors, M. Paul Kagame cherche à tout prix installer un Tutsi au Burundi. Et c'est pourquoi M. Ndayishimiye ne veut pas à ce que M. Paul Kagame puisse implémenter son plan en République démocratique du Congo, parce que ça aura des conséquences désastreuses sur son pays aussi, qui est le Burundi. C'est-à-dire qu'ils vont devoir attaquer aussi le Burundi. Et donc c'est ce que M. Ndayishimiye ne veut pas, la raison pour laquelle il a envoyé ses troupes en République démocratique du Congo. Et donc, chers compatriotes congolais, soutenons le président de la République. Soutenons le président de la République. C'est vraiment un combattant. C'est vraiment, je dirais, un sauveur. Le président Tshisekedi est notre sauveur. Donc si aujourd'hui, chers compatriotes, il partait et que les Nanga, avec ses aventuriers, arrivaient à Kinshasa, oh mon Dieu, on sera des esclaves. Et au XXIe siècle, voilà ce qui est en train de se passer. On commence à fouetter les jeunes gens dans la ville de Bukavu. Donc, les gens ne sont plus libres. Et on a suspendu toutes les activités politiques dans la ville de Goma. Toutes les activités politiques dans la ville de Goma sont suspendues. Donc voilà la dictature. Ils vont encore nous ramener à l'époque de la dictature. Donc il y aura une instauration de la dictature chez nous. Donc on sera muselé. On n'aura pas la latitude de parler, de réagir. Parce qu'on sera muselé. On aura peur dans la peau. Parce que quand tu vas parler, ben écoutez, ta suite sera connue. C'est celle d'être enterré. Et Kagame veut nous amener le système qu'il a instauré chez lui, où tout le monde n'a pas le droit de parler. Et ça, nous ne pouvons pas accepter au XXIe siècle. Nous ne pouvons pas accepter. Et M. Nanga, moi je vous dis que vous paierez le lourd tribut de ce que vous êtes en train de faire. Vous paierez le lourd tribut. Et ici aussi, je dois rappeler aux évêques catholiques, chers évêques, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes des pasteurs, mais le comportement que vous affichez, c'est pas normal. Ça n'enchante pas les Congolais. La majorité des Congolais ne sont pas contents de vos comportements, de vos attitudes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Chers évêques, le Congo est en guerre. Et nous connaissons les gens qui nous font la guerre. Mais voilà, aujourd'hui, vous dites que dans les négociations ou dans les dialogues à venir, il faudra la participation de M. Corneille Nangaa. Donc vous, en quelque sorte, vous êtes en train de légitimer les actions de M. Paul Kagame, en fait de M. Nangaa, et pour
quelle leçon vous donnez aux Congolais? Quelle leçon vous donnez aux Congolais, chers évêques? Quelle leçon vous donnez aux Congolais? La leçon que vous donnez aux Congolais, c'est de prendre les armes lorsque vous ne trouvez pas votre compte dans un régime en place. C'est ça la leçon que vous donnez aux Congolais aujourd'hui? Oh mon Dieu, je suis désolé de vos comportements, chers évêques. Je suis vraiment désolé, irrité de vos comportements. C'est pas normal. Aujourd'hui, les MSC qui prend les armes, qui tue les femmes, qui évente les femmes enceintes. Il y a un bébé même qui est mort, qui est innocent, qui a reçu une balle dans un hôpital à cause de M. Nanga. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire que non, le dialogue à venir, il faudra la participation de Nanga. Oh mon Dieu. En tout cas, là, c'est pourquoi je vais dire que depuis que l'église catholique est installée en République démocratique du Congo, c'est que moi je peux dire, vous êtes au service des Occidentaux, vous, au détriment de votre pays, qui est la République démocratique du Congo. C'est ce que moi je vois. C'est ce que moi je vois maintenant. En tout cas, c'est pas normal. C'est pas normal. Et voilà aujourd'hui même l'opposition, Fayoul y compris, qui présente des conditions, je dirais, inadmissibles, indigestes, à partir du moment où le pays est à feu et à sang. Mais c'est quoi? C'est quoi au juste? Ça, c'est quelle opposition? L'IDPS a fait 36 ans au pouvoir, n'a jamais pris les armes pour prendre le pouvoir. C'est par la démocratie que nous avons tous cherché que l'IDPS est au pouvoir. Alors, vous qui faites l'opposition, mais menez une opposition, je dirais, républicaine, pas une opposition armée. Aujourd'hui, vous commencez à légitimer même une opposition armée, que nous avons une opposition non armée et une opposition armée. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, ça ne m'enchante pas. Ça ne m'enchante pas. Donc, vous êtes content de tous ces morts qu'on a comptabilisés dans la ville de Goma. Plus de 3000 morts. Vous êtes content de cela? Et vous êtes content des actes que M. Corneille Nangaa a posés? Vous êtes content des pillages qui se fait dans la ville de Goma? Vous êtes content des viols qui se passent dans la ville de Goma? Nos femmes, nos mamans, nos sœurs sont violées par les gens que Nangaa nous a amenés. Et voilà, aujourd'hui, on nous a nommé un gouverneur adjoint qui est un Rwandais. Et lors de sa prise de parole, il a parlé à Kinyarwanda. Et aujourd'hui, M. Nangaa nous dit que Kinyarwanda doit devenir aussi une langue nationale. Et ce genre de personnes, vous les évêques, vous les soutenez? Non. Non. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère. Nous ne pouvons pas accepter. Ici, j'en appelle à nos frères et sœurs de la diaspora d'avoir une attitude républicaine. Et d'ailleurs, je suis content de ce que vous faites dans certains pays européens par rapport aux manifestations que vous organisez. Continuez de les organiser parce que cela accentue encore la pression. Et voilà, les évêques que nous avons ici, apparemment sont complices de ce qui est en train de se faire en République démocratique du Congo. Et moi, je comprends les attitudes. C'est parce que il y a eu l'instauration de la gratuité, qui est d'abord constitutionnelle et qui a mis en main les intérêts des évêques. Et voilà, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts même à vendre les pays pour leurs intérêts. Et ça se voit maintenant. Ils exigent la participation de M. Corneille Nangaa dans les discussions, y compris l'opposition. Toute l'opposition, mes chers compatriotes congolais, exige la participation de M. Corneille Nangaa dans les dialogues à venir que les évêques sont en train de chercher. Ils ont commencé les consultations. Ils ont vu M. Fayoulou. Et moi, j'ai suivi le secrétaire général de l'ECD, Devos Kitoko, qui a dit qu'il faut dire la vérité. Il faut aussi tenir compte de l'opposition armée. C'est-à-dire, il fait allusion à M. Corneille Nangaa. Je vais dire ici, le porte-parole de l'ensemble de Moïse Katumbi, M. Olivier Kamitatou, a aussi tenu le même langage. Il faut la participation de l'opposition armée, c'est-à-dire M. Corneille Nangaa.
Franck Diongo également, moi ça m'étonne, tous ces mondes-là. Oh mon Dieu, ça, nous n'accepterons pas. Et ici, je vais dire au président de la République, Monsieur le Président, ce dialogue-là, c'est un piège. Il ne faut même pas y aller. Faut les laisser faire leurs aventures là. Ça ne nous concerne pas, nous les vrais Congolais. Nous les vrais Congolais, nous sommes debout. Nous sommes derrière vous, Monsieur le Président. Nous te soutenons. Allez de l'avant. Nous sommes derrière vous. Et je pense qu'aujourd'hui, vous semblez seul, cher Président. Mais vous n'êtes pas seul. Parce que nous constatons que l'entourage est tellement pervers. Votre entourage est tellement pervers. Votre entourage est tellement corrompu, perverti. Et ne vous aide pas. Donc, c'est vous celles qui vous battez contre tous, Monsieur le Président. Mais sachez-le, cher Président, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas abandonné. Vous avez le soutien du peuple congolais. Nous sommes là, derrière vous. Et vous-même, vous voyez, je crois bien, même dans des télévisions, comment le peuple se mobilise dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, dans toutes les 26 provinces. Vous voyez comment, cher Président, les Congolais sont mobilisés pour vous. Parce qu'ils ont compris que vous êtes un vrai sauveur de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas seul, cher Président. Nous sommes avec vous. Et je crois que, après cette guerre, nous allons nous apprendre à toutes les personnes complices. À toutes les personnes complices, nous allons nous apprendre à vous. Sachez-le bien maintenant. Parce que cette guerre nous a montré maintenant les vrais visages de certaines personnes qu'on considérait, qu'on pensait congolais. Mais en réalité ne sont pas congolais. Mais après cette guerre, vous allez voir. En tout cas, chers compatriotes congolais, je vous prie de... Voilà, les tons ont été montés parce que je suis tellement en colère de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Cela ne peut pas m'enchanter. Au regard du discours que tiennent certains membres de l'opposition et la démarche qu'entament les évêques catholiques pour chercher un quelconque dialogue en impliquant M. Corneille Nangaa, qui est Lucifer des Congolais. Cela ne pourrait pas me laisser dans ma peau tranquille. Je ne pouvais que hausser le ton dans ce sens-là. Et nous sommes presque à la fin, chers compatriotes congolais. Je vous convie à partager, à liker ces numéros. Ça nous fera énormément du bien. Moi, c'est votre humble serviteur Samuel Kenda. Mon numéro, c'est 081 20 44 774. 081 20 44 774. C'est mon numéro. Si vous avez quelque chose, contactez-moi par ce numéro-là. Merci beaucoup. On est ensemble. Nous sommes là au service de la République démocratique du Congo. Et je pense que prochainement, on reviendra encore avec beaucoup de choses, avec plus de détails par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre pays. Merci beaucoup. Au revoir. La première des choses que vous devez savoir, c'est que nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.